Mais avant cela, c'est l'info éco avec vous, Aude Kersulek, ce matin. Bonjour Aude. Bonjour Pauline. Les marchés financiers ont ouvert il y a peu en Europe. Qu'est-ce que ça donne ? C'est assez calme, alors c'était ce qui était attendu, mais tout de même en baisse pour Paris à moins 0,07% et Londres moins 0,10%, on va le voir à l'instant. Le DAX, lui, est en légère progression, plus 0,08%. Alors calme parce que les investisseurs attendent une décision de politique monétaire américaine, mais ce ne sera pas avant ce soir, alors que faut-il en attendre ? On en parle avec notre invité du mercredi, François-Xavier Chauchat, économiste chez Dorval Asset Management. Bonjour François-Xavier. Alors, fin de la réunion du comité monétaire de la Banque centrale américaine ce soir. On sait que les taux longs, les taux d'emprunt des États à 10 et 30 ans augmentent depuis le début de l'année. Alors, à quoi s'attendent les investisseurs pour ce soir ? La Fed, Jérôme Powell, va-t-il réagir ? Alors, effectivement, il y a un vrai débat qui commence sur ce que va faire la Réserve fédérale cette année face à l'augmentation des taux d'intérêt à long terme que vous mentionnez. Est-ce qu'elle doit, comme la Banque centrale européenne l'a fait la semaine dernière, essayer de lutter un peu contre cette dynamique haussière sur les taux à long terme, ou au contraire, et donc favoriser un peu la reprise en maintenant cette politique, ou au contraire utiliser la force du plan budgétaire de Joe Biden et les perspectives de réouverture de l'économie pour commencer à parler de normalisation de sa politique. Donc le débat ne fait que commencer et la question se pose aux États-Unis parce que l'optimisme économique est désormais très fort et très ancré à cause de la campagne de vaccination donc, qui se déroule beaucoup mieux là-bas qu'ici et puis à cause donc, du plan budgétaire qui est très agressif et qui amène tout le monde à réviser à la hausse ses anticipations de croissance. Par exemple, Goldman Sachs prévoit désormais 8% de croissance aux États-Unis cette année, ce qui est un record, et un retour au quasi-plein emploi dès le début de l'année prochaine. Et sur les marchés, les anticipations d'inflation à long terme ont aussi progressé assez sensiblement sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 8 ans, depuis début 2013, même si ces niveaux restent relativement modestes et je dirais normaux. Alors, ces anticipations donc, de croissance et d'inflation, c'est exactement ce que la Federal Reserve donc, veut voir, donc elle en est tout à fait satisfaite, et du coup, la plupart des économistes s'attendent à ce qu'elle ne fasse rien de très concret aujourd'hui. Mais c'est le langage de la Federal Reserve qui va être surveillé, et en particulier ce qu'elle dit de la façon dont elle voit dans le futur son programme d'achat d'actifs évoluer et les taux d'intérêt à court terme évoluer. Et ça, c'est ce dont va parler la Fed tout à l'heure, ce soir à l'heure de Paris. Et les investisseurs vont être très attentifs au langage. Est-ce que la Fed va vouloir guider les investisseurs dans leurs anticipations, ou au contraire rester le plus neutre possible et laisser les marchés fixer les taux d'intérêt à long terme tout seuls. Donc ça, c'est un enjeu tout à fait majeur de la réunion de ce soir. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat. Je rappelle que vous êtes économiste chez Dorval Asset Management. Et on suivra donc les conclusions de cette réunion ce soir. Pour rester dans l'univers de la finance, de grandes banques choisissent Paris pour installer leur activité de banque privée. Oui, leur activité de banque privée ou gestion de fortune qui était basée à Londres, mais qui doit, depuis le Brexit, être installée dans l'Union européenne pour opérer avec des clients européens. Alors, l'américaine Goldman Sachs et la britannique Barclays choisissent donc Paris. Et si elles ont choisi la capitale française, c'est le potentiel du marché qui les a attirés, des entrepreneurs, des startups, et donc potentiellement demain des grandes fortunes. Pour info, le ticket d'entrée pour être client chez Goldman Sachs, banque privée, a été fixé à 10 millions d'euros. Voilà, ça écarte pas mal de monde. Au Royaume-Uni, on y revient. On a tranché dans la bataille qui opposait les chauffeurs Uber à l'entreprise qui les fait travailler. Oui, 70 000 chauffeurs britanniques vont tout simplement devenir salariés d'Uber à partir d'aujourd'hui. Alors Uber avait perdu il y a quelques semaines face à la Cour suprême britannique. L'entreprise a décidé elle-même de requalifier ses travailleurs en salariés. Fini donc le statut d'indépendant. Les chauffeurs vont donc bénéficier d'un salaire minimum, de congés payés, mais aussi cotisés pour leur retraite. Reste à savoir si cette initiative d'abord augmentera les prix des VTC et si elle sera suivie dans les autres pays. Et puis pour terminer, direction la Russie qui est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre.
Oui, à cause de la pandémie, des restrictions de voyage, ce sont les travailleurs étrangers, migrants venus souvent de l'Arménie, du Kazakhstan, qui ont des difficultés à se rendre en Russie. De nombreux secteurs sont concernés par cette pénurie, l'agriculture, la construction. L'administration russe doit trouver des solutions. Anan Saïdani. Sur ce chantier au sud de Moscou, les ouvriers sont pour la plupart arméniens. La construction de cet immeuble vient juste de reprendre après un arrêt à cause du Covid-19, mais aussi par manque de main-d'œuvre. Les migrants venus en Russie avaient réussi à travailler jusqu'à fin 2020. Ils sont ensuite rentrés chez eux et maintenant, ils ont du mal à revenir. En cause, les restrictions de voyage liées à la pandémie, mais aussi la crainte de perdre leur emploi à peine arrivé si la Russie renoue avec un confinement. La Russie fait appel chaque année à près de 11 millions de travailleurs étrangers nécessaires au secteur agricole et de la construction. En 2020, leur nombre a chuté de 40%. Ils sont souvent originaires des ex-républiques soviétiques comme l'Arménie, la Biélorussie ou le Kazakhstan. Les employeurs se résignent désormais à faire appel à une main-d'œuvre plus locale. Pour le moment, ce n'est pas encore critique. Nous engageons des ouvriers d'autres régions russes, même si ça nous coûte effectivement plus cher. Pour les quelques 5 millions de travailleurs étrangers encore présents en Russie, cette demande de main-d'œuvre joue en leur faveur. Les salaires ont en moyenne augmenté de 60%. La situation s'est améliorée pour les migrants restés dans le pays. En revanche, ceux qui sont partis ont beaucoup perdu. Ils sont dans une situation préoccupante. En janvier dernier, le gouvernement russe a annoncé une simplification des procédures pour les travailleurs étrangers et davantage de régularisation.